Bien, moi je ne vais pas vous retenir trop longtemps, mais vous savez, on a pris l'habitude avec Philorga de profiter de ces moments de rencontre pour faire un point sur différentes questions, sur différents sujets. Et on a beaucoup débattu en interne pour savoir quels pourraient être ces sujets. On n'en manque pas, mais bon, on a décidé de faire un point sur la vectorisation. Alors pourquoi? Parce que, évidemment, il y a un lien que vous allez retrouver tout de suite avec la logique de Philorga, mais c'est aussi parce que c'est un sujet d'actualité. Et ce que je vais essayer de vous montrer dans cette brève présentation, c'est que bien que l'on ait l'impression de savoir ce que c'est, je pense qu'on a oublié à quel point ça pouvait être important, et je pense qu'on a oublié à quel point ça va être important. On va essayer de voir ensemble les raisons pour lesquelles c'est comme ça. Donc l'enjeu, si vous voulez, derrière la vectorisation, qui est un terme assez générique, hein, qui décrit l'idée d'envoyer comme à la poste, là on est en train de parler de ça, la poste va se privatiser, on est un peu dans une logique d'adressage aussi de la même façon, c'est toute la question de la biodisponibilité des principes actifs. Alors, avec les lancements les plus récents, vous avez vu, là en ce moment, on cible des structures bien particulières, donc il est indispensable de savoir ce que l'on fait et où on envoie les choses. C'est pour ça que cet enjeu est un enjeu extrêmement important, un enjeu majeur. Donc c'est quelque chose qui doit faire partie intégrante de la boîte à outils du formulateur du troisième niveau. Même si, encore une fois, on a l'impression que ça fait 20 ans qu'on en parle, on va en parler encore et on en parlera de plus en plus. Et on a vu assez récemment de nouveaux systèmes apparaître sur des logiques un peu particulières. Je vais essayer de vous en décrire deux très rapidement, rassurez-vous, on ne va pas faire un cours trop exhaustif, mais des choses comme ça qui sont des espèces d'oignons multiples sur lesquels on va pouvoir les mettre alternativement, ou du gras ou de l'eau, ou les deux, ou éventuellement des choses comme ça qui sont assez récentes également, qui montrent à quel point on améliore et on augmente la biodisponibilité de certains principes actifs au niveau de la peau. C'est-à-dire, en fait, la biodisponibilité, ça veut dire la façon dont la peau va pouvoir intégrer ces actifs-là. Près de nous, là, il y a une société qui vient de proposer, encore une fois, un nouveau vecteur, ils appellent ça cytovecteur. Et puis un autre exemple que je vais vous développer, qui est que, quand on parle de vectorisation, il ne faut pas penser mode de la pensée unique, pénétration. En fait, je vais essayer de vous montrer que, dans certains cas, justement, on va tout faire pour ne pas pénétrer. Parce qu'il y a certains produits pour lesquels l'enjeu est majeur. Donc, c'est des technologies bien établies. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont permettre l'incorporation de substances très spécifiques, par exemple quand elles ne sont pas solubles, par exemple quand elles sont très fragiles, par exemple quand elles sont instables. On peut imaginer de mettre deux substances instables dans des vecteurs de cette façon-là pour les stabiliser, et elles pourront comme ça être incorporées dans des milieux d'utilisation. Et puis c'est surtout qu'elle va permettre d'améliorer la biodisponibilité, ça je vous en ai déjà parlé. Quand on parle de ce sujet-là, il faut faire simplement la différence, très simplement, entre encapsulation. L'encapsulation, c'est ce qu'on met dans quelque chose. Alors, on a une capsule, on a une coque autour, et on va mettre les ingrédients dedans. Et puis la vectorisation, où là, au contraire, on va avoir des substances qui vont être mises sous la forme d'un vecteur, c'est-à-dire des mélanges qui sont un petit peu plus complexes, hein, qui ne vont pas avoir une coque nécessairement autour, mais qui vont permettre de faire des choses un petit peu plus précises. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Ici, c'est une liste très rapide de ce qu'on va pouvoir essayer d'obtenir. Amélioration de la stabilité, je vous ai déjà parlé, la pénétration, la biodisponibilité, améliorer l'aspect des formules, ça aussi c'est quelque chose qui est important, on va voir. Par exemple, on peut raisonnablement penser que certains nanovecteurs vont permettre de baisser les concentrations de matières actives dans les produits, donc d'améliorer les qualités esthétiques de ces produits en travaillant des galéniques et des formulations un petit peu plus intéressantes. Cibler l'activité, on peut adresser les choses un peu où on veut. Contrôler la libération dans certains cas et diminuer la pénétration. Je vous montrerai des exemples d'application très précis. Voilà, alors voilà en gros, rapidement encore une fois, les différents types de systèmes de vectorisation qu'on va trouver, les macrocapsules, les microcapsules, dans lesquelles là vous allez trouver pas mal de choses dont vous avez déjà entendu parler, hein, les liposomes, rappelez-vous, c'est 1986, mais c'est pas pour autant que c'est des choses qui ne soient pas d'actualité encore aujourd'hui. C'est plus les mêmes, hein, c'était un petit peu ce qu'on appelle, pas des archéosomes, parce qu'archéosomes c'est la forme de liposome qui utilise des lipides un peu particuliers, mais c'était vraiment les premières générations de ces produits-là. Un débat qui fait vraiment débat à l'heure actuelle, tout ce qui est autour des nanosize, des nanoparticules, des nanovecteurs. Et là, en ce moment, il y a vraiment besoin de faire le point sur ces questions-là, parce que quand on a dit nano, on a presque tout dit, alors qu'en réalité, dans nano, il y a plein de choses qui sont très différentes les unes des autres.
Et je crains, moi, un petit peu, à l'heure actuelle, qu'on jette un petit peu tout au panier, le bain, le bébé, tout en même temps, alors qu'en réalité, dans nos structures, il y a des choses qui sont très intéressantes. Et puis l'imprégnation, bon, qui n'est pas le problème de Filorga pour l'instant, ou pas vraiment le problème de Filorga, mais qui est par exemple le problème de toutes les marques qui font beaucoup de produits de maquillage, et qui vont avoir besoin de présenter des principes actifs dans différents modes de présentation. Hein, moi, je viens de faire un papier là-dessus qu'on vous fera passer si ça vous intéresse, mais certaines marques vont présenter le même principe actif dans 6 ou 7 formes galéniques différentes les unes des autres. Et donc, le formulateur a bien la nécessité de trouver le moyen d'arriver à mettre ses actifs dans ces différents milieux. Voilà. Alors, ça, vous le connaissez, hein, tout ce qu'on appelle les capsules molles, c'est vraiment les grosses capsules, enfin qui vont de très grosses à très petites, le cas échéant, mais qui sont des choses qui sont connues. Ça, on est plus sur des côtés esthétiques, on est plus sur le côté sympathique. Il n'y a pas énormément d'applications très avancées, mais enfin, c'est quelque chose qu'on doit faire et qui est intéressant. Et on va faire des choses comme ça. Et ça, on en voit dans la vie quotidienne. Je veux dire, il y a énormément de produits qui sont développés sur cette logique-là. Par contre, sur la vectorisation, on va trouver des choses qui sont plus spécifiques. Par exemple, on va trouver des systèmes d'absorption dans des supports matriciels. Par exemple, je vais vous le montrer tout à l'heure. Hein, c'est des micro-éponges dans lesquelles on va venir imprégner des principes actifs pour ensuite pouvoir les libérer progressivement ultérieurement. Il y avait principalement des systèmes lipidiques jusqu'à maintenant, en particulier des liposomes, et ces liposomes ne permettaient pas de véhiculer toutes les substances. On a maintenant des formes de liposomes ou des formes de biovecteurs qui permettent de véhiculer pas mal de choses. Bon, et parmi les plus connus, encore une fois, vous avez des choses dont vous avez déjà entendu parler, mais il faut savoir que tous ces systèmes évoluent, progressent régulièrement, et qu'on a ici, par exemple, dans les nanovecteurs, des choses qui sont extrêmement intéressantes à venir. Donc, très vite, encore une fois, parce qu'en plus de ça, il y a des choses très sympas à manger, qui ne vont pas me tenir trop longtemps, s'imprégner. Bon, vous voyez ici, c'est simplement pour vous montrer quelles sont ces techniques d'imprégnation. On a des micro-éponges qui s'appellent des orgasols, solides organiques, c'est ça que ça veut dire, hein, tout simplement. Et bien dans ces micro-éponges, ici, on va venir pouvoir imprégner les principes actifs. Par exemple, c'est une façon de mettre des principes actifs hydrosolubles dans des rouges à lèvres. Puisque le rouge à lèvres étant par définition un mélange de corps gras, on ne peut pas mettre de principes actifs hydrosolubles dedans. On va passer éventuellement par la voie de ces vecteurs. Bon, vous avez les liposomes, moi je ne vais pas vous refaire un cours sur les liposomes. C'est une longue et belle histoire, les liposomes en tant que tels, les liposomes et la cosmétique. Parce qu'en plus de ça, si vous voulez, c'est très intéressant dans cette histoire, c'est que c'est un des modèles qui est regardé à l'heure actuelle comme un modèle d'innovation. Ce n'est pas fait pour la cosmétique. La cosmétique va s'approprier ce modèle-là pour permettre à la technologie de développer, et la technologie va regagner son domaine d'application préférentiel qui est la pharmacie après, si vous voulez. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant, ces systèmes d'alerte. Donc vous savez tout ce que c'est. Hein, moi je dis assez souvent, vous imaginez ce que c'est un liposome, c'est très simple. Regardez un bouillon de pot-au-feu, en gros les globules qu'on a dedans, vous les imaginez microscopiques, c'est un peu ça. Donc ces bulles de gras, on va venir mettre des principes actifs, on va venir mettre des substances que l'on a envie d'adresser quelque part. Et vous voyez, hein, les choses ont beaucoup avancé depuis les liposomes de capture ou les niosomes de niosomes, justement. Hein, il y en a plein maintenant, il y a plein de formes. Alors, les plus anciens sont ce qu'on appelle les liposomes unilamellaires, c'est-à-dire en fait qu'il y avait une seule bicouche, mais maintenant on arrive à faire des systèmes qui sont assez sophistiqués, des liposomes multiples, c'est-à-dire des liposomes à l'intérieur de liposomes, des liposomes solides, je vais vous développer un peu l'exemple de Capsulis, des liposomes beaucoup plus stables avec des lipides un petit peu différents. Et puis les formulateurs possèdent même maintenant des systèmes de formulation qui leur permettent de faire des liposomes in situ dans la formule au moment où ils font la formule. Donc si vous voulez, on a vraiment le choix ici de pouvoir faire un tas de choses qui sont des choses dont on peut avoir besoin ponctuellement pour une